Bonjour Thomas, Bonjour. on est donc le deuxième jour de Vivatech. On s'est rencontrés hier et vous allez nous en dire plus sur une application que j'ai découverte il y a quelques mois. J'ai réinstallé hier, grâce à vous. Génial. Merci de l'avoir fait. Moi je suis le CEO d'Olvid. Olvid, donc c'est la première messagerie privée au monde qui a la particularité par rapport à d'autres messageries que vous avez peut-être utilisées par le passé, pour ne pas les citer, WhatsApp, Signal, Telegram, et il y en a encore pléthore d'autres, qui a la particularité de ne vous demander aucune donnée personnelle pour fonctionner. Donc pas de numéro de téléphone, pas d'adresse email, pas d'adresse, pas de date de naissance, juste rien. C'est surprenant, on est habitué à beaucoup de choses, là c'est très surprenant. En fait, la volonté qu'on avait dès le départ, c'était de garantir, de respecter l'utilisateur final. Souvent, dans les plateformes commerciales en particulier, finalement, dans ces espèces de réseaux sociaux, l'idée, c'est de récupérer de la donnée personnelle en offrant un service qu'on prétend gratuit, mais en fait en revendant la donnée personnelle des utilisateurs. Donc ça, c'est un business model qui est hyper classique, que tout le monde connaît, je crois, et le gimmick, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et nous, on se disait que ce serait quand même sympa d'avoir une application, on va dire, similaire, mais qui respecte une personne en particulier, c'est vous. Donc qui ne vous prend rien, qui vous offre réellement le service. Donc c'est un service qui est réellement gratuit, parce qu'il n'y a pas de données personnelles, et qui, pour se financer, propose des options payantes plutôt à destination des entreprises. Oui, dès le départ, vous vous êtes dit, c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que revenir sur un modèle finalement qui est extrêmement simple, ce qui est gratuit est vraiment gratuit. Et puis ce qui est payant affiche un prix, quoi. Il n'y a pas d'obligation, on peut rester dans la version gratuite, entre guillemets. Ah, tout à fait. Enfin, gratuit, c'est un mot, quoi. Parce que... ça l'est réellement, quoi. Oui, en même temps, oui. Ouais. C'est pas comme si vous affichez de la pub et payez pour retirer de la pub. Non. En fait. Ah non, c'est sincèrement gratuit. En fait, il n'y a pas de pub, ça certainement pas. Moi, je trouve ça absolument insupportable aussi, donc j'ai pas envie de voir ça dans ce qu'on fait, quoi. Votre vocation, c'est aussi de peut-être proposer régulièrement de nouvelles fonctions qui peuvent attirer une nouvelle clientèle, des utilisateurs qui peuvent passer du gratuit au payant. Exactement. En fait, toute la difficulté dans ce qu'on fait, énorme, enfin ça parfois un peu prise de tête, c'est de savoir comment est-ce qu'on a fait avancer en fait la version gratuite, donc qu'est-ce qu'on ajoute comme option dans la version gratuite, et quelles sont les options qu'on va ajouter dans la version payante qui vont être appréciées par les utilisateurs pro de manière générale et qui nous permettent justement de financer cette version gratuite et de la rendre meilleure. Donc en fait il y a une sorte d'équilibre comme ça à trouver, et on avance qu'à un cas. Il y a des fois on a fait quelques erreurs de ci de là, mais globalement c'est plutôt bien débrouillé pour trouver un équilibre qui fait que les utilisateurs gratuits ont un service qui est réellement utile, quoi. On n'en a pas tellement parlé, mais on a un focus assez fort sur la sécurité. On parle de données personnelles, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le fait que tout ce que vous allez échanger avec Olvid va être protégé en confidentialité, donc chiffré de bout en bout, et aussi authentifié. Ça veut dire quoi? Authentifié de bout en bout, ça veut dire que vous avez la certitude, quand vous recevez un message, que ce message provient bien de la bonne personne. C'est une garantie qui n'est pas, faut pas me croire sur parole, c'est une garantie cryptographique, c'est mathématiquement prouvé, si j'ose dire. Vous avez vraiment une certitude totale de savoir avec qui vous échangez sur Internet sans être jamais obligé de faire confiance à qui que ce soit ni à quoi que ce soit dans le réseau. Quelque part, on voulait redonner à l'utilisateur une liberté totale sur ces échanges, la même liberté que celle qu'il a dans la vraie vie, en fait, où il n'a pas besoin de demander l'autorisation à quelque entreprise que ce soit, d'avoir cette discussion que nous avons aujourd'hui. Oui. S'il veut avoir cette même discussion avec ce même niveau de confidentialité, en fait, de privacy, quand on utilise des mots anglais, il peut l'avoir avec Olvid. C'était vraiment ça, on voulait reproduire ça, et pas reproduire ce que d'autres ont fait avec des réseaux sociaux où on a 500 amis, alors que dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas toujours le cas, quoi. Dites-moi, là, on peut l'installer sur une tablette sans numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin de numéro de téléphone. C'est pour ça? Ouais, donc ça s'installe sur une tablette, sur un iPod, pas besoin de carte SIM, enfin il n'y a pas de numéro de téléphone associé. Parce que l'application ne recherche pas de numéro, c'est comme ça. Elle ne demande pas accès au contact non plus, enfin voilà, c'est vraiment une manière très différente de fonctionner d'autres messageries qu'on a pu utiliser par le passé. Et ah oui, tiens, pour la question des contacts, est-ce qu'on peut aussi importer, quand on a installé l'application, choisir d'importer ses contacts? Non. Donc ça, c'est quelque chose, on ne demande pas, il n'y a pas moyen en fait, d'avoir accès au carnet de contacts, ne serait-ce que parce qu'en fait, on n'en aurait aucun usage. De manière générale, c'est assez mal vu par les gens aussi qui s'intéressent au problème de protection de la vie privée. Demander un accès au carnet de contact du téléphone, vraiment ça part mal quand on fait de la protection de la vie privée. Oui. Parce que quelque part, c'est-à-dire qu'on donne un accès définitif à tous les contacts du carnet d'adresse
présent à ce moment-là, mais aussi à venir, un peu comme quand les applications vous demandent un accès à vos photos, un accès total à vos photos. Ok, vous dites bon bah là maintenant peut-être j'ai 3 photos dans mon téléphone, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre des photos par la suite et que vous lancez l'application, en fait elle y a accès. Donc par exemple même sur ces choses-là, donc avec Olvid on peut envoyer et partager des photos, mais en réalité on utilise un système sur les plateformes typiquement Apple met ça en place, où on ne demande pas l'accès, on n'a pas besoin de demander l'accès à la pellicule de photo. Quand vous voulez partager une photo, ce qui se présente à vous, ce sont bien vos photos. Et en fait, à ce moment-là, notre application n'y a pas accès. Elle n'aura accès qu'à la photo que vous allez choisir à la main et que vous aurez décidé à chaque fois de partager avec Olvid. Donc en fait, il ne s'agit pas de faire que de la cryptographie, même si c'est hyper important. Il s'agit qu'à chaque étape du développement, on se demande, ok, si on était l'utilisateur final, à quel point on a envie d'être protégé, jusqu'où ça peut aller. Et nous, à chaque fois, on met la barre la plus haute possible, quoi. Il y a vraiment histoire d'être cohérent, quoi. Pour vous démarquer de ceux qui ont déjà proposé des messageries, mais qui sont très ouvertes et avec des réseaux sociaux intégrés. Pour être honnête, alors ça nous démarque, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On se dit pas, on va faire autrement que les autres. On a une conviction, en fait, une sorte de ligne de conduite qui est, on veut protéger l'utilisateur. Comment on fait ? Et on regarde pas tellement en fait ce que font les autres. Alors de temps en temps, on nous interpelle, on nous demande mais pourquoi est-ce que les autres font pas ça ? Donc on est bien obligé de regarder. Pour aussi vous mettre en avant, pour montrer le plus par rapport au... C'est vrai. En termes de marketing, ce serait mieux. Je les connaisse un peu mieux, mais j'utilise assez peu. Voyez. Mais avant de vous lancer pour créer Olvid, ça date de combien de temps ? Enfin, ça a quel âge ? L'idée, elle date, on va dire, de 2015, quelque chose comme ça. C'est quand vous vous lancez, vous cherchez à savoir si quelqu'un fait pas la même chose, déjà ? Mais ça, on le savait d'une certaine manière. Personne en fait, moi, je suis cryptologue, donc j'ai une thèse en cryptographie, une thèse de doctorat. Donc le monde de la cryptographie, c'est pas un monde très très grand en fait. Quand vous tournez dans ce monde-là, vous connaissez globalement tout le monde à peu près sur la planète. Voilà, c'est exactement. Et j'ai pas mal j'ai eu la chance de voyager pendant ma thèse, donc d'avoir rencontré beaucoup de gens en fait qui travaillent dans ce domaine-là. Et les gens qui sont, on va dire, capables ou qui ont l'envie de créer ce genre de choses-là, étonnamment, il n'y en a pas énormément encore. C'est quelque chose que je n'explique pas parce que c'est des études extraordinaires. Et si vous avez des jeunes auditeurs, je leur recommande de regarder ça parce que c'est vraiment un domaine de recherche, d'études et d'application derrière qui est absolument passionnant. Il faut aimer les mathématiques et l'informatique. Voilà. Beaucoup de maths, beaucoup d'infos. Mais c'est un sujet qui est extraordinaire parce qu'à la fois techniquement et scientifiquement, il est passionnant, mais il peut avoir un réel impact en fait derrière. Comme aujourd'hui l'IA, on voit qu'il y a un impact énorme sociétal. La cryptographie, même si on le voit un petit peu moins, c'est la surface immergée de l'iceberg, elle est fondamentale en fait pour protéger en fait, le droit et la liberté des utilisateurs de vos outils. Nous, c'est une messagerie, mais Dieu seul sait ce que vos auditeurs créeront demain. Cette cryptographie-là, c'est vraiment la science qui vous permet de protéger l'utilisateur et tout ce qu'il va faire sur Internet, qui, on le sait, est une sorte de lieu de non-droit en fait, où on peut essayer de réguler les choses telles qu'on le veut. On voit bien que dès qu'on régule quelque chose, derrière, il y aura toujours des petits malins pour réussir à contourner les règles, parce qu'Internet c'est un vaste programme. Là, si jamais vous avez, je ne sais pas combien d'utilisateurs vous avez, mais quand ça grossit, vous devez gérer aussi la protection des données. Est-ce que c'est un problème, ça ? C'est un problème que vous avez vous ou d'autres aussi ? Il n'y a pas en fait, on n'a pas de problème de protection des données parce que en fait, toute l'intelligence qui protège les données est exécutée sur votre appareil et sur celui de votre correspondant. C'est-à-dire que toute la cryptographie, qui est open source, précise parce que c'est hyper important, elle va vraiment être exécutée sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'il va quitter votre téléphone, est protégé et ne sera déprotégé qu'à un seul endroit, c'est sur le téléphone ou le desktop, ou peu importe, le laptop de votre destinataire, sur l'appareil de votre destinataire. Entre les deux, ça reste protégé à la fois en confidentialité grâce au chiffrement et en authentification, la garantie de savoir à qui on parle, toujours par des moyens cryptographiques. C'est-à-dire que peu importe en fait ce que vous allez envoyer sur Internet et quel trajet vos données chiffrées, protégées vont parcourir, en fait elles sont intrinsèquement protégées. C'est un petit peu comme si vous mettiez vos données directement dans une petite boîte avant de l'envoyer, que vous la fermiez avec un code que vous n'avez même pas vous-même en fait à ce moment-là et que vous envoyez ça par la poste. Il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir déverrouiller cette boîte, c'est votre destinataire. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc l'idée c'est de dire finalement, donc dès le départ, en fait, quand on conçoit Olvid, on part du principe qu'en dehors de votre appareil et de celui de votre destinataire, le reste du monde, le reste du réseau est hostile, y compris notre infrastructure. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, moi dans ma tête de scientifique, je pars du principe que notre serveur que nous opérons, enfin nos serveurs, parce qu'on en a plusieurs, sont piratés en fait. Et pourtant, tout ce que je vous ai dit en termes de confidentialité, de protection, doit rester vrai. Ça veut dire que jamais on ne doit
être obligé de faire confiance à l'infrastructure serveur, y compris à la nôtre. Ouais. Et c'est ça qui nous démarque totalement, en fait, aussi, techniquement, en fait, de l'intégralité quasiment. Je ne connais pas toutes les messageries du monde, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais on va dire des principales messageries les plus connues, ça nous distingue vraiment, parce que jamais vous n'êtes obligé de faire confiance à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, pour avoir des garanties de sécurité. Si je dis c'est centralisé, décentralisé en même temps. C'est exactement ça. Alors c'est décentralisé en termes de sécurité, Ouais. parce que finalement chaque utilisateur garde un peu de pouvoir total en fait sur sa liste de contacts, sur la sécurité, sur la cryptographie, sans s'en rendre compte. Hein, c'est pas aussi dur que ça à utiliser, je vous rassure. À la fois c'est centralisé. Pourquoi est-ce qu'on utilise un serveur pour distribuer les messages? Ça c'est une question qui nous est posée assez régulièrement. C'est parce que vos contacts ils sont pas nécessairement en ligne tout le temps. Vous rentrez à Vivatech à une heure de pointe, votre réseau sur votre téléphone il marche pas hyper bien. Donc on pourrait imaginer faire du peer-to-peer où tout d'un coup, imaginons que moi je sois à Vivatech à 14h, vous êtes dehors, vous avez du réseau, j'en ai pas, vous voulez m'envoyer un message. Si on était en peer-to-peer, vous seriez obligé, votre téléphone serait obligé de constater qu'il n'arrive pas à me joindre et réessayer d'envoyer le message. Là vous regardez votre indicateur de batterie, vous voyez 1% qui part toutes les minutes. Le premier truc que vous faites c'est de désinstaller Alvi. À un moment donné la batterie ça compte. Donc en gros, aujourd'hui, si vous voulez être utilisé, il faut que votre message, quand il part, il doit arriver dans des conditions de réseau normales, en moins de 300 millisecondes sur le téléphone de votre destinataire. Et quand il y a des conditions de réseau anormales, votre contact est dans un avion ou au cœur de Vivatech, il faut que dès qu'il revient en ligne, bim, il a le message immédiatement. C'est pour ça qu'on a un message instantané. On n'est pas en train de faire du mail ou on est en train de rafraîchir toutes les 2 minutes pour voir si quelque chose est arrivé. On a envie que ça évite. Dès le début, vous saviez qu'il fallait installer ce genre de processus, de procédés Alors, dès le début, ouais. Pour avoir les avantages de tous les côtés, quoi, pour que le client ne soit pas perdu. Quoi. Alors en fait, les avantages, nous on est convaincus et on explique pourquoi en fait ce qui compte vraiment, c'est la décentralisation de la sécurité. Ouais. Après, la centralisation de la distribution des messages est beaucoup moins importante. Ouais. Alors elle peut avoir un rôle, je vais être totalement transparent, c'est de mon habitude, j'essaie d'être hyper honnête avec ce qu'on fait pour bien que vos auditeurs comprennent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si notre serveur s'éteint? Je vous cache pas qu'au lit ça marche moins bien. Il y a une protection, enfin Surtout ça se voit. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit avant est vrai, c'est-à-dire que vos données resteront protégées, même s'il est piraté, machin. Évidemment, si le serveur devait s'éteindre, la distribution des messages ne marche plus. C'est le cas avec l'intégralité des messageries qui ont ce genre d'architecture-là. Ça peut arriver. Ceci étant dit, tout ceci étant pris en compte, là, ce sur quoi on travaille maintenant, mais c'est un travail de longue haleine, c'est faire du multi-cloud, c'est-à-dire d'avoir justement de la redondance. C'est des acteurs de cloud différents, français, suisses, américains en fait. Finalement, la nature, la nationalité en fait du cloud provider n'a pas tellement d'importance, parce qu'en termes de sécurité, là, elle est déjà garantie par ailleurs, comme je l'expliquais tout à l'heure. Par contre, c'est très intéressant de dire, finalement, on veut juste être sûr que si jamais il y a une infra qui tombe, il y en a d'autres qui fonctionnent derrière. Après ça, je ne veux pas vous faire peur, on a démarré le service en 2019. On n'a pas eu une seconde de down pour l'instant, ce qui nous place dans le top 1 des messageries, je crois, donc j'ai touché du bois pour que ça continue. Parce que, vous êtes des professionnels, ça peut arriver à tout le monde. Les professionnels ne sont pas des personnes à qui il n'arrive à rien, c'est des professionnels, savent gérer rapidement pour pas que la panne, quand c'est une panne, dure trop longtemps. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc je ne peux pas vous garantir que les choses marchent ad vitam, au contraire, ce serait malhonnête de ma part. Par contre, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est plutôt bien débrouillé. Je voulais vous demander aussi quelque chose au niveau des mœurs, au niveau de ce qui peut se dire au niveau d'une confidentialité. Est-ce que quelque part, je ne sais pas si les gens vous ont déjà posé cette question, vous protégez aussi, vous pouvez protéger des personnes malhonnêtes. Vous savez, tout type de méfaits, hein, mais quand c'est très sécurisé. Parce qu'il y en a qui veulent beaucoup de sécurité, tandis qu'il y en a il y a des gouvernements qui vont peut-être dire oui, mais là on peut pas les vérifier, on peut pas aller attraper un méchant, enfin voilà, quelqu'un qui fait du mal aux autres. Ouais, je comprends. Ça c'est peut-être quelque chose qui revient. Je ne cache pas que cette question-là, on l'a régulièrement. Voilà. C'est une question qui est hyper légitime en fait, parce qu'on vit dans un monde où on a pris l'habitude de trouver normal de, en gros, refiler toutes ces données et d'avoir une discussion à livre ouvert pour l'entreprise qui vous fournit le service. Qui trouverait ça normal dans une conversation normale? Je vais entre quatre yeux. Qui trouverait normal de systématiquement être obligé d'ouvrir la fenêtre, de coller un haut-parleur et de balancer tout ce qu'on dit à de parfaits inconnus? À quel moment c'est devenu normal? Parce qu'on est sur Internet et que grosso modo, ça fait des décennies maintenant que Internet existe et qu'on explique « Ah oui, mais sur Internet, c'est compliqué de vous apporter ce niveau de sécurité que vous connaissez depuis une éternité dans la vraie vie. »
Et tout ce qu'on dit, c'est qu'on permet de répliquer dans un monde numérique ce que vous connaissez déjà dans un monde normal. Alors, est-ce que ça peut protéger des méfaits? Évidemment. On ne peut pas empêcher les gens de discuter. Il y a une sorte de compromis à faire sur ces choses-là. Comment vous dire? Il y a des choses, oui. Vous voyez, quand on regarde les affaires de Cambridge Analytica, par exemple, Oui. cette chose-là est rendue possible La justement fuite des données, oui. par cette fuite de données. Est-ce que le risque là, il n'est pas encore plus important? Parce que vous créez finalement, vous pouvez truquer des élections, vous pouvez en fait déstabiliser le monde géopolitique, et ça peut être hyper violent. Et c'est peut-être la source de beaucoup des méfaits dont on est en train de parler maintenant. Oui. Donc moi, j'ai cette conviction que permettre aux gens d'avoir juste une discussion privée, en soi, c'est important. Et si vous prenez des gens qui vraiment veulent créer des énormes méfaits, vous en faites pas que même sans nous, ils vont protéger leur communication. Eux, ils savent faire. Eux, ils ont des moyens, ils sont financés. Donc ils savent déjà comment se protéger. Alors que vous et moi, s'il n'y a pas Olvid, on utilise quoi? On va pas s'amuser à coder notre truc dans notre coin. Ouais. Dis-moi, sur les autres messageries, on connaît Messenger, on connaît WhatsApp, Telegram, Signal. Même quand on fait tout ce qu'il faut dans les applications pour tout protéger, bien cocher, on parle d'un chiffrement de bout à bout. Ouais. Je pense qu'on m'avait dit hier, en fait, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que ces entreprises, depuis le début, parlent beaucoup de chiffrement. Ouais. Elles le vendent puisque c'est elles le vendent parce que qu'on comprend la notion de confidentialité. Les premières, d'ailleurs, il faut leur rendre hommage pour ça, il y a Signal et iMessage d'Apple, c'est parmi les deux premières qui ont fait démocratiser ces choses-là, avant WhatsApp. Oui. Et Telegram ne fait pas de chiffrement de bout en bout, on ne parle pas de Telegram quand on parle de sécurité, voilà, c'est une catastrophe cette application, désinstallez-la s'il vous plaît. Donc on parle beaucoup plus de réseau, c'est un réseau social Telegram. Oui, c'est ça, on est beaucoup plus proche d'un Facebook. Le fil d'actu. Le fil d'actu, si vous voulez, pas de problème, mais vraiment n'imaginez pas que vous avez la moindre garantie de sécurité avec Telegram. La quasi-intégralité de vos messages part en clair pour Telegram. C'est-à-dire que vous êtes en train de déposer vos messages en clair sur des serveurs d'un tiers. Exactement comme vous le faites avec de l'email de manière générale. Et Telegram a grosso modo la sécurité de l'email. Ça ne va pas au-delà de ça. Beaucoup de gens sont partis de Facebook, WhatsApp par rapport aux failles et pour arriver sur Telegram. Ils ont changé de réseau social, mais en fait, les problèmes sont les mêmes. Je leur recommande Olvid, qu'est-ce que les je disent. Olvid, c'est pour la messagerie, il n'y a pas de réseau social. Exactement, donc s'ils cherchent une messagerie privée, je leur recommande d'essayer ça. Après, si c'est pour dire des choses à des millions de personnes d'un coup, en fait, faire de la communication au sens large, il y a plein de plateformes. Ouais. Ça, c'est pas mon... Sincèrement, je serais assez incompétent en fait, sur ces choses-là, donc je vais pas me permettre d'en parler. Mais peut-être que Telegram, pour des cas comme ça, où on essaie de toucher un public gigantesque pour faire de la com, là peut-être que c'est très bien, je ne sais pas. Mais ce n'est certainement pas une messagerie instantanée sécurisée. Ça. Avec Olvid, pas besoin de paramétrer, c'est déjà paramétré. Oui, ça c'est un truc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites bien avant qu'on arrive, notamment sur le chiffrement de l'email. Oui. Il y a un article de recherche qui avait été fait aux États-Unis qui s'appelait Why Johnny Can't Encrypt, où des chercheurs, sociologues je crois, avaient étudié la capacité de gens à installer un logiciel qui permettait de chiffrer leur mail. Et il leur donnait, je ne sais plus, 5 heures. Allez regarder l'article pour avoir les vrais détails, vous ne croyez pas sur parole, mais en gros il leur disait voilà, vous avez le logiciel il est là, votre PC il est là, vous avez 5 heures pour chiffrer un email. Et les résultats derrière sont absolument faramineux. Je crois qu'il y en a quand même 2 qui arrivent sur les 10. Il y en a plein qui laissent tomber, qui partent, ils s'en vont, ils craquent. Et il y en a quelques-uns qui disent c'est bon, j'ai réussi. En fait non, ils se sont plantés, le truc il est parti en clair. Donc l'idée c'est que si vous laissez à un utilisateur qui n'a vraiment pas que ça à faire, la possibilité de faire des paramétrages en termes de sécurité, vous pouvez être juste sûr d'un truc, c'est qu'il va se planter. Il y en a qui vont se tromper. Donc si vous voulez faire les choses honnêtement, il faut que tout le monde soit protégé. Genre, pour reprendre un vieux truc d'EDF, je crois, c'est que la sécurité Invoke, elle est partagée pour tous. Et ça, je suis assez convaincu de ça. Je voulais vous demander aussi par rapport aux messageries, quand je pense à WhatsApp, Messenger, plutôt aussi Telegram, je pense non seulement aux informations que l'on peut échanger, les images, sur le vide on peut échanger vidéos, photos, textes. Ouais. Et je pense aussi à l'envoi, à la réception de... Maintenant ça s'appelle les crypto-monnaies en fait sur Telegram. Ouais. Et pour vous, est-ce que vous avez pensé à ça pour plus tard? Alors on y a pensé,
C'est un sujet pour compliqué. tout échanger en fait, pas simplement l'image, la photo, Ouais. les vidéos, mais aussi... Au-delà de la crypto-monnaie, la question c'est est-ce qu'on est capable de mettre en place des micro-paiements ou des Ouais. choses qui permettent aux gens, parce que Ouais. ça a effectivement un sens. C'est-à-dire Avec que ou sans crypto, oui. Ouais. Les paiements. Après, là, voilà, on ne va pas se limiter à une solution technologique. Ouais. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour permettre à des gens qui, finalement, ont réussi à créer un réseau virtuel Bien sûr, oui. extra sécurisé, donc ils savent exactement à qui on parle, donc ça a effectivement un sens d'aller dans cette direction-là. Oui. Donc on y a pensé. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, on n'est pas en train de développer quelque chose dont on ne vous parle pas. On n'est pas sur ces sujets-là, parce que là, il y a d'autres questionnements qu'il faut vraiment se poser. Comme les problèmes de régulation, des échanges de monnaie de manière générale, en fait, de biens. Ouais. Dès lors que vous introduisez ce genre de technologie-là, vous pouvez vous retrouver à être obligé, pour des raisons légitimes très certainement, de régulation, d'ouvrir un certain nombre de choses. Et on ne veut pas que l'introduction de crypto-monnaies ou de paiements ou de choses comme ça fasse qu'on soit obligé de dégrader Ouais, bien la sûr. sécurité de ce qu'on a déjà fait avant. Donc on y va à reculons, et peut-être pas, je sais pas. ça Voilà. dépend de l'évolution de la boîte, Exactement. l'agrandissement Bah, de de l'entreprise. comment on va évoluer et à quoi ressemblera le produit dans 10 ans. On n'est peut-être pas à ces échéances-là pour la crypto-monnaie, mais globalement sur ces choses-là, moi j'ai pas la conviction que ce soit aussi utile que ça, je peux me tromper. Vous voyez, il y a une chose qu'on sait faire vraiment particulièrement bien chez Olvid, c'est de pivoter assez rapidement. Oui, Donc on restera comme startup. toujours, s'il y a des choses il y a des fondamentaux qui changeront jamais. Cette confiance que les utilisateurs nous accordent aujourd'hui, on doit la respecter, on la respectera toute notre vie. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on se lève le matin. Donc on a donné des garanties aujourd'hui sur ce qu'on fait, on continuera à le faire. Donc la garantie de confidentialité, de protection utilisateur, ça restera notre priorité numéro 1. Après, sur les évolutions du produit, on peut changer d'avis, on peut réaliser que cette idée géniale qu'on avait eue il y a 6 mois, en fait, c'était pas une bonne idée. Ok, poubelle, on recommence, on passe à autre chose. Et on doit être capable, je pense, pour survivre dans un monde qui va quand même très vite, il suffit de venir à Vivatech pour s'en rendre compte, on doit être capable d'encaisser en fait les désillusions, les choses qui semblaient géniales mais qui finalement ne sont pas du tout utiles. Enfin, voilà. Donc, mais donc on s'autorise à avoir ce genre de réponse. C'est pas qu'on manque de vision, c'est juste qu'on a la capacité de dire ok, cette chose-là est intéressante, voilà, on s'est posé la question, voilà les problèmes qu'on pourrait rencontrer, et donc parce qu'on sait qu'il y a ces écueils potentiels, avant de se lancer à cœur perdu dans un truc qui pourrait faire du mal à l'utilisateur, on va se poser quelques questions et si possible les bonnes. Ici à Vivatech, il y a beaucoup de personnes certaines personnes qui s'y connaissent en tech, un peu quand même. Ouais, c'est Et bien puis qu'on comme puisse on dire. n'est pas avec le samedi grand public, après j'ai rien contre le grand public, mais les professionnels les gens sont intéressés par pas mal d'entreprises. Des personnes qui viennent déjà en connaissance de cause, et pour Olvid, vous avez des gens qui viennent vous voir, qui vous ont peut-être aussi trouvé sur le plan, ou qui voulaient venir vous voir à l'avance, non? Alors, vraiment, on a les 3 On catégories. tombe sur vous par hasard, ouais. Alors par hasard, ouais, bah, écoutez, ça peut arriver. Mais vraiment, on a les gens qui nous connaissent depuis longtemps, qui nous suivent, qui ont en fait quelque part le message qu'on essaie de porter. Il a été entendu depuis un certain temps quand même par pas mal de gens et ils viennent nous voir. Ça nous arrive qu'ils viennent nous voir pour dire merci en fait. Ouais. Donc si jamais ça change la vie en fait, des gens qui viennent vous voir pour dire ce que vous faites c'est chouette. Merci de le faire, c'est Avec sympa. un grand sourire. Bah ouais, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, quand vous créez une boîte, que vous êtes au départ 4 cofondateurs, je crois qu'on avait déjà tous la quarantaine, et que vous expliquez au monde que vous allez créer une messagerie, je peux vous dire, quand vous regardez, les gens sont morts de rire. Ça n'a aucun sens. Mais la quarantaine, c'est l'expérience, vous êtes jeune encore, et non, mais c'est vrai. C'est pas faux, j'aime bien réfléchir comme ça. Mais n'empêche on que créer une est messagerie à l'ère de WhatsApp, de Telegram et de Signal. Vous avez des personnes, même des gens responsables à assez haut niveau, qui vous disent peut-être... Je pense que la première année, personne ne qu'est-ce nous que a vous dit faites autre Ouais. chose que vous avez aucune chance. C'était quand ça, en 2000 C'était en 2018. 18, ouais. 18, On aucune chance. était Déjà en donc- 2018. Ouais, on avait absolument aucune chance. Donc, six donc ans. si vous créez une start-up, peu importe en fait le sujet, là, on sort du truc, à un moment donné, ça vaut quand même le coup d'essayer. Surtout si vous êtes jeune, que vous n'avez pas forcément, vous prenez pas un risque démentiel parce que c'est une expérience absolument incroyable. J'ai appris des milliards de trucs. Enfin, moi, au départ, je suis un scientifique, un technicien, si vous voulez, un ingénieur. Quoi. Typiquement, j'avais un mépris absolu pour le marketing. Mais quel con Quel con, c'est Mais magnifique. vous auriez 20 ans, peut-être qu'après la start-up, vous vous faites racheter, peut-être vous ne posez pas la question. Là, le but, c'est pas de vous faire racheter. Non, c'est pas le but, non, Pour nécessairement. après Enfin, être écrasé sous autre, enfin, même mis à J'aime la pas poubelle. dire ça parce que quand je dis le but c'est pas de se faire racheter, là, je vois tous les investisseurs potentiels qui
immédiatement fui. Donc, en fait, voilà. Mais pour vous, l'important c'est que ça continue. L'important c'est d'être honnête avec nous-mêmes et de faire le meilleur produit du monde. Voilà. Et ça, je pense que de toute façon, en faisant ça, vous satisfaisez tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, la finalité, vraiment, nous, si on peut juste avoir un impact, un vrai, créer un produit génial, pour reprendre les superlatifs, créer un environnement de travail unique en son genre. Nous, les gens qui travaillent chez nous, on essaie de leur, vraiment autant que faire se peut, de leur créer un environnement de travail qui soit exceptionnel, où ils sont fiers de ce qu'ils font, où ils ont une liberté, en fait, la possibilité de venir me voir directement en disant Thomas, j'ai une idée, et quelques fonctionnalités de l'app. C'est pas du tout moi, c'est pas du tout la partie produit qui a eu l'idée, c'est un développeur qui tout d'un coup dit moi j'utilise l'app tous les jours, parce que chez nous tout le monde utilise l'app tout le temps. Ce serait tellement génial si. Et on se dit mais attends, pourquoi n'y avons pas pensé plus tôt? Hop, on sort ça, on le fait maintenant et on sort le mois prochain. Et il y a des choses qu'on a faites comme ça qui ont changé le cours, le cours du projet. J'ai un exemple. Il y a un développeur chez nous qui est venu nous voir, il s'appelle Jérémy. Il est venu nous voir et a dit que ce serait génial d'avoir des bots, genre comme dans Telegram. C'est effectivement une idée de génie, ça. C'est dingue qu'on n'y ait pas pensé, quoi. Donc voilà, il y a quelqu'un chez nous qui arrive et qui nous dit on pourrait faire ça. Il va très bien, mon grand. Combien de temps il faut? Donc maintenant, on déploie ça aujourd'hui. On a une démo, on fait tourner dans un bot le modèle de Mistral, le dernier modèle, le 8X22, là, Mixtral, je crois qu'il s'appelle. Donc vous êtes dans Alleville, vous avez une discussion directement avec la nouvelle intelligence artificielle de Mistral. Et un bot que vous mettez en place ou que tout le monde peut mettre en place? Que le client met en place. Oui. Parce que là, on est dans une situation où ce modèle, il va devoir tourner sur un serveur. Ce modèle, il va recevoir des requêtes. Ces requêtes sont chiffrées de bout en bout, mais elles vont être déchiffrées au niveau du serveur pour alimenter le modèle, pour qu'il puisse faire son travail. Hyper impressionnant, je veux dire, Mistral, le travail là qu'ils ont fait est juste complètement dingue. Le truc est vraiment fou. Je connais pas bien, ça vaut le coup d'essayer. C'est absolument dingue. Et cette réponse que va faire le modèle, elle va être chiffrée de bout en bout directement jusqu'à votre téléphone. Donc ça, la technologie que nous on met en œuvre, c'est un bot qui en fait va packager en fait le modèle de Mistral. Donc ça, sur l'intelligence artificielle, on n'a rien fait. On a pris le modèle open source de Mistral. Merci pour l'open source. Et on peut rendre ce service-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur, il a accès à votre requête. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va, nous, se permettre de mettre en place sur une infrastructure chez nous, parce que les utilisateurs se diraient c'est génial, je peux envoyer des requêtes et elles sont protégées. Alors, elles sont protégées, oui, mais jusqu'à notre serveur qui les verra en clair. Et nous, on ne veut jamais avoir accès à la moindre donnée personnelle de l'utilisateur, certainement pas aux requêtes qui feraient une intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution pour proposer en fait ce genre de techno-là au grand public. Par contre, nos utilisateurs professionnels, que ce soit des administrations ou des grandes boîtes, elles ont une infrastructure serveur. Et aujourd'hui, un de leurs problèmes, c'est comment est-ce que je me débrouille pour que mes collaborateurs n'aillent pas sur une sorte de chat quelque part pour poser des questions à une IA qui est au fin fond des États-Unis. Voilà, de garder les collaborateurs au sein de l'entreprise, enfin au sein de... Exactement, juste protéger ces requêtes-là avec une qualité de service qui en plus, ce serait encore meilleur, parce que là, avec le modèle que nous a sorti Mistral, ils peuvent déployer cette chose-là, ils le mettent sur leur infra, ils rendent ça disponible directement dans le chat. Et je viens, c'est encore plus simple, il n'y a pas besoin de se créer de compte, juste on dit tiens, j'aimerais discuter avec le bot Mistral, et hop, ça marche. Donc vous avez une grande partie de vos utilisateurs sont des professionnels? Une grande partie, ouais. Mais alors, une grande partie. Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs professionnels. On a pas mal de familles aussi. Le cas d'usage pour les familles, de manière générale, c'est pas tellement d'avoir des espèces de réseaux sociaux gigantesques, c'est de dire j'ai envie d'installer une messagerie sur le téléphone de mes enfants, parce qu'on sait que malheureusement, la pression sociale fait que souvent les enfants ont des téléphones trop tôt. Je parle en connaissance de cause, j'ai 3 gosses, donc voilà, c'est compliqué. Mais vous voulez leur mettre une messagerie sur laquelle, par exemple, ils ne peuvent pas recevoir de spam. Pas d'invitation de solliciter, des choses où ils pourront recevoir des photos, des propositions particulières. Je ne dis pas que le vide est une solution à toute épreuve. Là, je ne vais pas aller plus loin que ce qu'on est capable de faire. Mais au moins, vous avez une garantie que le réseau social de votre enfant va rester confiné à quelque chose qui a une existence tangible, quoi. Pour m'expliquer, c'est-à-dire qu'il sera en contact avec vous, avec ses copains, ses copines du collège, et il ne recevra pas une invitation non sollicitée par ailleurs, quoi, parce que c'est pas fait pour ça. On ne peut pas recevoir de spam sur le vide. Donc déjà ça, c'est assez important. Ouais. Ici sur ce salon, vous avez tout type de personnes qui viennent vous voir. Il y a peut-être aussi des politiques qui passent, je ne sais pas, qui connaissent.
Alors, les politiques connaissent bien. Oui. Je ne sais pas si vous voulez en parler, si vous voulez qu'on laisse ça. Ah non, on peut. On a eu la chance il y a quelques mois de voir une directive de Madame Borne, Première ministre à l'époque, qui grosso modo a demandé pour les échanges à l'intérieur des ministères de désinstaller toute autre messagerie à l'exclusion de Olvid et Chap, la messagerie de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques nous connaissent très très bien et aujourd'hui on est en contact régulier avec eux parce qu'ils ont des besoins. C'est une population hyper intéressante. On en parle souvent des politiques parce que souvent on a des retours sur quelles applications ils peuvent utiliser. Ouais. Et j'avais déjà entendu Signal pour certains, je ne sais pas quand j'ai entendu ça. Mais là, pour ça je vous pose la question, Olvid. Alors pour les échanges à l'intérieur des ministères aujourd'hui, pas Signal, Olvid. Olvid. Voilà, c'était écrit noir sur blanc et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Donc on a nous déployé le service. Parfois gratuitement, parfois ils ont des options professionnelles. Donc la quasi-intégralité des ministères. Alors pas forcément pour tout le monde, il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, l'intégralité des gens qui travaillent pour l'État, non, loin de là. Mais voilà, on fait notre bonhomme de chemin et finalement, je trouve assez extraordinaire que ce gouvernement prenne conscience en fait de problématiques qui sont des problématiques qui sont fondamentales pour moi. J'ai un prisme, donc voilà, la confidentialité des échanges de nos politiques, pour moi est fondamentale, pas juste pour eux, mais pour les Français. Donc je pense qu'on déploie aujourd'hui, nous, la meilleure technologie au monde pour ça. Donc pour moi, c'est naturel d'une certaine manière. Je suis hyper prétentieux là. Je trouve ça normal, mais d'une certaine manière, si on prend un peu de recul, non, c'est pas évident que tout d'un coup, le gouvernement se dise « Ok, on va faire confiance à ces gens-là ». Alors pourquoi ils nous font confiance ? C'est quand même à un moment donné, un moment qu'on existe. On a montré patte blanche un nombre incalculable de fois. Qui vous êtes, votre parcours, plein de choses. Oui, Des choses qui rassurent. Ouais, on a été screenés, on va dire. Donc on est passé par quelques D'où épreuves. Vous venez, plein de choses. Ouais. Bien sûr. Non, il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup ils se sont dit c'est la Startup Nation, c'est sympa, on va prendre ce truc. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Vous passez par un certain nombre d'étapes avec des gens qui sont hyper compétents. Vous prenez les gens de l'ANSSI par exemple, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ces gens-là, ils ont des équipes de cryptologues exceptionnels, ils comprennent ce qu'on fait dans les moindres détails, mais la moindre ligne de code est comprise par ces gens-là sans aucun problème. Donc on peut discuter avec ces gens-là, ils peuvent nous interpeller, nous poser des questions, nous recommander d'améliorer certaines choses. Évidemment, le fait que le logiciel soit open source, ça permet aussi ce genre de choses-là. Donc vous en faites pas, on débarque pas par hasard. Alors ça fait un peu en termes de coverage médiatique, ça a été un peu pris comme une sorte d'explosion, mais en fait c'est des choses qui se préparaient depuis longtemps. Alors la façon dont les choses se sont faites, vous avouez qu'on n'a pas tout maîtrisé. Ça a été pour nous en termes de communication une sorte de raz-de-marée incroyable. Je m'en plains pas. C'était quand ça ? Ça c'était en fin d'année dernière. Et à cette époque-là ou avant, je vais vous poser la question, il y a des personnes qui peuvent aussi vous aborder ou commencer à vous connaître comme les grands noms de la tech ou tous ceux qui proposent non pas une équivalence mais toutes ces messageries qui sont pas protégées quoi. Il y a aussi peut-être des yeux des personnes qui viennent vous voir ou des personnes qui se rapprochent de vous, qui sont intéressées par ce que vous faites dans ces grands groupes là. Dans ce milieu-là, on a eu quelques discussions. En fait, je ne veux pas forcément de nom, mais c'est arrivé avant les politiques ou après Il y en a eu après parce que ça a fait tellement de bruit. J'ai fait un peu le buzz. Il y a eu un buzz énorme, mais surtout le fait que le gouvernement dise on n'utilise plus WhatsApp, on n'utilise plus Signal. Forcément, Meta et Signal ont été obligés de réagir. Nous enfoncer un peu, mais bon, je comprends. Enfin, j'aurais été à leur place, je défendrais mon point faible, c'est ça le point faible, c'est qu'on est petit. J'ai jamais vu ça comme un point faible. Pour eux, il faut bien qu'ils tapent sur quelque chose et avant qu'ils réussissent à taper sur la technique. Bon, après, il y a certainement des choses, mais on n'est jamais irréprochable sur tout. Je ne peux pas garantir, on ne peut pas garantir que sur 200 000 lignes de code, il n'y ait pas des erreurs. Il y en aura toujours, c'est codé par des humains. Par contre, je peux garantir qu'on a une volonté mais absolue de corriger les choses à une vitesse, je pense, qui n'a pas tellement d'égal. Donc voilà. Un petit, j'ai compris, petit, ça veut dire que peut-être dans ils insinuent petit, pas forcément les capacités de gérer, de pouvoir tout gérer au niveau des installations. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, on va leur demander. Peut-être, je sais pas. Quand on dit petit, je pense que ça doit être au nombre d'utilisateurs. Quand vous êtes WhatsApp, c'est sûr que quand vous avez. Mais vous communiquez sur les chiffres Ça peut nous arriver, oui. Après, pour nous, c'est pas aussi facile que pour les autres d'avoir des chiffres exacts, en fait. Parce que vous voyez, quand vous protégez toutes les données autant que possible, quand vous cherchez à avoir des stats, c'est galère. Au niveau des téléchargements sur Google et Les téléchargements, alors ça, je sais pas, parce que c'est vraiment pas une bonne métrique. Parce que vous avez beaucoup de gens, parce qu'il y a un effet d'annonce du gouvernement qui va dire « Ouais, Olvid, c'est génial ».
plein de gens qui vont télécharger le truc et qui vont potentiellement le désinstaller. Donc on regarde plutôt, en gros on essaie de corréler la quantité de trafic qu'on va avoir sur notre serveur au nombre d'utilisateurs. Donc aujourd'hui on doit être à plus de 200 000 utilisateurs, je pense quelque chose comme ça, mais c'est très dur en fait de donner un chiffre exact parce que pour les autres il suffit de compter le nombre de comptes, de profils, de numéros de téléphone inscrits dans l'annuaire. C'est le cas de toutes les messageries, hein. Vous donnez votre numéro de téléphone, ça vous crée un compte sur leur serveur, ils n'ont plus qu'à compter combien ils ont de comptes. Nous on n'a pas de compte sur notre serveur, donc c'est beaucoup plus difficile en fait d'évaluer en fait le nombre d'utilisateurs. Et Thomas, je vais vous laisser après, mais quelque part ma dernière question, c'est il y a beaucoup plus de téléchargements en France, Oui, logiquement. aujourd'hui on est beaucoup plus connu en France que dans le reste du monde. Mais partout dans le monde on peut la télécharger. Ouais, elle est ouverte sur tous les stores du monde, elle est téléchargeable sur notre site web, enfin c'est gratuit quoi. Et après la France, alors quel est le pays en second? Si vous pouvez me le dire, si vous le savez, je sais pas. Sinon, ne me le dites pas. Je sais pas encore. Je sais pas. Ok. En tout cas, il y a du monde, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Ouais. Bah, aujourd'hui, on est quand même téléchargé dans le monde entier. Il y a des pays plus intéressés que d'autres. Savoir où est-ce qu'on va aller placer nos billets après. Et Vivatech, c'est peut-être aussi l'occasion de montrer un petit peu plus qui vous êtes. Parce que cette année, ça peut être important pour vous aussi. Ouais, c'est important pour nous de parler de ça et grâce à vous, merci de Je vous remercie Thomas, on a pris un petit peu de temps, c'était bien sympa à l'extérieur et bonne continuation. Et puis à bientôt avec Olvid. Merci beaucoup. Merci.